Je vous salue tous chaleureusement et chers collègues, chers membres d'ICOM France, chers membres d'ICOM à l'international. Je crois que vous êtes déjà assez nombreux. Merci d'être là. Pour cette troisième séance du deuxième cycle, qu'on a appelé le cycle Solidarité, que nous avons lancé en décembre dernier. Ce cycle, vous le savez, est ouvert à tous les membres d'ICOM. Il est dans notre esprit un temps de dialogue entre tous les professionnels du musée dans cette période si singulière qu'on traverse. Comme vous le savez peut-être, ce cycle Solidarité a pris la suite d'un premier cycle que nous avions lancé en plein premier confinement, en mai, pour créer du lien entre les membres d'ICOM France et entre tous les membres, quelle que soit leur position dans leur établissement, quelle que soit la position de leur établissement dans le paysage muséal. Vous aviez apprécié ce premier cycle qu'on avait intitulé Réouverture, où en êtes-vous? Et c'est pour cela que nous avons décidé à l'automne de poursuivre et de vous accompagner jusqu'en septembre prochain 2021. Entre-temps, la pandémie, loin de s'arrêter, s'est plutôt amplifiée. Nous ne sommes pas ouverts. Les musées de par le monde sont désormais tous confrontés au même virus du Covid. Tous les pays ne sont pas organisés de la même façon face à cette pandémie. Certains ont gardé leurs musées ouverts, d'autres les ont maintenus fermés. Ce que je voudrais souligner, c'est que nous devons être solidaires les uns des autres. Nous vivons chacun chez nous des situations différentes, mais nous savons tous que le musée d'après cette crise, d'après ces longues fermetures de nos établissements, et malheureusement, certains ne rouvriront jamais, ruinés par leur perte de recettes, nous savons que nous aurons à penser ensemble le musée de demain. ICOM, notre organisation à l'international, a été depuis le début de ces crises un atout que je crois vraiment décisif de ce lien entre musées du monde. ICOM a ouvert à l'automne un appel d'offres intitulé Solidarité pour inciter les comités nationaux comme le nôtre et les comités internationaux comme celui que préside Cherki Damali à s'engager dans des actions communes concrètes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec ce deuxième cycle. Nous l'avons monté en coopération avec des partenaires, nos partenaires d'ICOM Finlande, qui sont sans doute là, d'ICOM Israël, dit comme Grèce et le Comité international des musées scientifiques et techniques. Je suis heureuse de vous annoncer aujourd'hui que nous savons depuis quelques jours à peine que notre projet a été retenu par l'ICOM International, qu'il est donc soutenu et valorisé comme tel par notre ONG. C'est extrêmement important pour nous. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'ICOM France bénéficie d'un tel soutien d'un tel soutien d'ICOM International au travers d'un tel appel d'offres. Depuis plusieurs mois, nous vous informons de plus en plus régulièrement de l'activité de l'international. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe avec la définition du musée, avec le code de déontologie, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre organisation, parce que nous pensons que l'unité de notre organisation est un enjeu d'une grande importance. Je le dis à chaque fois, 50 000 membres dans l'organisation, répartis dans plus de 140 pays du monde. Voilà une organisation dont la vitalité depuis plus de 70 ans et l'importance pour le monde culturel ne cesse de s'accroître. Nous voulons et nous tenons à y prendre notre part et à vous en faire bénéficier. Je remercie pour cette raison, avec chaleur et sincérité, nos collègues aujourd'hui présents de l'international, la Grèce, Anastasia Chourmouziade, et puis je salue Téti, la présidente d'ICOM Grèce, qui est avec nous. Évidemment, Cherki Damali, chère Cherki, présidente du musée, du comité international du musée scientifique et technique, dont je suis moi-même membre, vice-présidente, et également directeur du très important musée des télécoms de Rabat, au Maroc. Je salue tous nos partenaires à l'international qui se sont connectés. Vous savez que depuis le début, depuis le mois de décembre, nos séances sont traduites pour favoriser ce dialogue culturel. Je remercie aussi très chaleureusement, bien sûr, Paul Salmonard, directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, Pierre-Yves Lauchon, qui dirige le CLIC, que vous connaissez, que vous êtes nombreux à connaître, bien sûr, Brigitte Liabeuf, conseillère musée et arts plastiques d'Auvergne, DRAC, Auvergne-Rhône-Alpes, et surtout, je remercie Estelle Guilébut,
notre chère collègue, membre du bureau d'ICOM France, conservatrice en chef du patrimoine, et c'est Estelle qui va aujourd'hui modérer notre séance. Je lui passe la main sans plus attendre et je vous retrouverai à la fin pour un petit mot de conclusion. À toi, Estelle. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Juliette, pour ce mot d'introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais juste rappeler une petite modalité pratique. Juliette le disait à l'instant, nous avons la chance de bénéficier de services d'interprètes. Et donc, je rappelle aux participants qu'ils peuvent accéder à l'interprétation en bas de l'écran en cliquant sur le petit onglet Interprétation. Et donc, bien entendu, chaque intervenant doit écouter la langue dans laquelle il va intervenir. Alors, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui autour de ce cycle des solidarités est le thème du numérique. Je devrais peut-être dire des numériques, parce qu'il y a différentes formes, nous le verrons. Bien entendu, nous sommes tous d'accord là-dessus, les musées n'ont pas attendu la crise sanitaire pour communiquer auprès de leur public par voie digitale. Toutefois, la Covid semble avoir accéléré le processus et l'on peut dire qu'une grande majorité des musées de par le monde se sont littéralement emparés des outils numériques pour garder le lien avec leurs visiteurs, pour continuer à exister, tout simplement, à être présents et utiles. Dans le contexte mondial, la question que nous allons soulever parmi d'autres auprès de nos témoins sont celles-ci. Trouvez-vous que le numérique puisse être synonyme de solidarité entre professionnels, d'une part? Je rappelle que cette plateforme rassemble principalement des professionnels. Entre citoyens, d'autre part, et avec les publics, enfin. On le dit, un musée moins fréquenté en ses murs est aussi souvent un musée dont on consulte moins le site, et inversement. Mais on assiste à une présence de plus en plus visible des musées sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et le ministère de la Culture lui-même a lancé Culture chez nous, plateforme mise en place pendant le confinement. Et par exemple, ce mardi soir, vous pouvez accéder aux coulisses du mobilier national. Communication, médiation culturelle, diffusion des collections. Au cours de ce débat, nous reposerons bien évidemment les questions fondamentales. Qu'est-ce qu'une stratégie numérique, si tant est qu'il soit possible de la mettre en œuvre? Le numérique tend à quitter le champ technique pour devenir une stratégie à part entière. Quel public viser au pluriel? Et peut-on intégrer et intéresser tous les publics? Se joue par exemple la question des visiteurs en situation de handicap. Par-delà les visites dites à 360 degrés, quelles offres numériques les musées peuvent-ils proposer et par quel biais? Mais aussi dans le contexte actuel interviennent de nouvelles interrogations. Quelles sont les mutations constatées en termes d'offres et d'outils exploités? Quelles expérimentations inédites avez-vous peut-être repérées que vous pouvez nous faire partager pour nous inspirer? Faut-il faire des propositions gratuites ou payantes, ou peut-être un peu des deux? Comment se former techniquement parlant au bon usage des outils numériques? Qui doit les prendre en main au sein d'une équipe de musée, sachant que les effectifs sont très différents de l'un à l'autre? Vous pourrez bien entendu, au cours de ce débat, soulever d'autres problématiques. Nous disposons sans doute de peu de statistiques encore à ce jour, mais il ressort que nos musées dématérialisés aient touché plus de jeunes. Nos intervenants du jour pourront nous faire un retour qualitatif, sans aucun doute instructif, sur ce qu'ils ont déjà observé en termes aussi de typologie des publics. Alors, avec Juliette Raoul-Duval, je vous propose cet ordre d'intervention. Monsieur Damali, qui a déjà été présenté, qui donc représente en tant que président le CIMUSET autour de ce débat, mais qui est aussi le directeur du musée Maroc Télécom. Puis interviendra Pierre-Yves Lochon, directeur associé de Synapse Conseil et administrateur de Clic France. En troisième témoin, nous aurons Brigitte Liabeuf, conseillère pour les musées, est basée sur le site de Clermont-Ferrand pour la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Paul Salmona, directeur donc du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris,
Et enfin, Anastasia Chourmouziadi, professeure associée de muséologie, département de technologie et communication culturelle à l'Université de l'Égée en Grèce. Vous aurez environ chacun 6 à 7 minutes pour développer votre propos et nous laisserons le mot de la fin, si vous en êtes d'accord, à Madame Chourmouziadi, qui pourra nous livrer un point de vue sans doute international, mais peut-être aussi plus personnel depuis la Grèce. Et puis, ceux qui ont déjà participé à ces débats le savent, le but n'est pas du tout de proposer un discours descendant, bien au contraire, le but est de pouvoir échanger entre nous, d'intervenir spontanément, c'est ce qui fait la force de ces débats. Et donc, nous laisserons bien entendu aussi nos auditeurs poser leurs questions ou même apporter des témoignages complémentaires. Donc, je remercie chacun pour sa présence aujourd'hui. De suite la parole à Monsieur Damali avec son regard également international. Merci. Bonjour et merci pour l'invitation. Effectivement, si Musette n'a pas hésité un instant pour participer au programme de Solidarité Musée de quoi parle-t-on. Donc, et nous avons vu que ce programme vient dans un moment qui est très critique, surtout à cause de la pandémie. Et on a besoin d'être solidaires entre nous, surtout qu'on a commencé à sentir qu'il y a une perte dans l'aide publique et privée pour les musées pour l'instant. Et on a, selon les dernières statistiques, environ, par exemple, dans la région arabe, environ 24% des petits musées privés seront fermés définitivement. Donc, comme vous voyez, nous avons besoin d'être solidaires entre nous et entre collègues, entre grands musées, petits musées, etc. Pour parler du thème d'aujourd'hui, qui est le numérique est-il solidaire, tout d'abord, pour encadrer la discussion, quelle est la relation que peut avoir musée avec le digital? Donc, on doit avoir soit une collection en ligne, une exposition en ligne, des événements en ligne, un live, c'est-à-dire un direct d'un événement, que ce soit dans des activités d'animation, dans le laboratoire ou des visites guidées. On a le newsletter, qu'une copie numérique qu'on peut mettre disponible. Et on a aussi les réseaux sociaux et les sites web. Donc, ça, ce sont les moyens qu'utilisent les musées pour rester en contact avec leur public. Mais est-ce que tous les musées du monde ont pu utiliser ces moyens convenablement et est-ce qu'ils ont réservé des budgets pour ça? Et ben donc le dernier rapport de l'ICOM aussi, je donne toujours l'exemple des régions qui sont un peu entre parenthèses défavorisées. Par exemple, dans le continent africain, 40% des musées réservent uniquement moins d'1% de budget pour le digital. Donc, et même le staff, plus de 20% des musées n'ont pas de staff dédié uniquement pour l'outil digital. Donc, et dans la plupart des cas, on a remarqué qu'il y a un très grand problème, c'est le problème d'un staff qui est intégré dans la, la catégorie de digital immigrants. Donc, la plupart des staffs des musées ne sont pas des natifs digital natives. Donc, c'est-à-dire ils ont immigré vers le digital, ce qui fait n'ont pas pu s'adapter convenablement avec l'outil informatique pour gérer le contenu digital de leur musée. Et ça se voit au niveau des communications qu'ils font avec leur public. Autre chose, c'est est-ce qu'on a besoin du digital aujourd'hui dans certains pays du monde pour faire connaître le musée ou pour inventorier notre collection? Est-ce que pour nous, il y a des collègues qui disent je n'ai pas besoin de faire le digital pour faire de la publicité ou quelque chose comme ça, mais merci de m'aider à
informatiser mes fiches d'inventaire. C'est parce que c'est l'inventaire, c'est le capital, si vous voulez, c'est le capital des musées, sont les collections. Et si on ne conserve pas dans un outil digital la collection, on peut à tout moment perdre les documents qui sont dans la plupart du temps dans des formats papier ou quelque chose comme ça. Donc, si je reviens au thème d'aujourd'hui pour conclure, donc, est-ce que le numérique est solidaire? Ben, donc, le numérique, il a une double face. Donc, il peut être solidaire dans le cas où d'un contenu sera gratuit pour le public qui n'était pas avant, qui était avant payant. Par exemple, il y a des grands musées du monde maintenant qui offrent des visites virtuelles et on en profite d'ailleurs, alors qu'avant, il faut payer pour voir certaines collections, etc. Mais pour la répartition de cet outil à travers le monde, je pense que le numérique n'est pas équitable parce qu'il y a des musées qui ont d'autres priorités, surtout qui sont liées à la gestion de la collection des musées et non pas à l'utilisation du digital pour entrer en communication avec les visiteurs. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention et aussi le respect des délais. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Pierre-Yves Lochon, qui pourra peut-être en particulier nous dire ce que devient le numérique dans les musées. Merci. Bonjour. Merci à Juliette pour son invitation à être avec vous aujourd'hui. Parmi les questions suggérées par l'ICOM France et par Estelle dans le cadre de la préparation de ce webinaire, j'en ai retenu uniquement certaines. Et je commencerai par rappeler une idée qui me tient à cœur, mais qui n'est pas encore une évidence pour tout le monde. C'est qu'une stratégie numérique, selon moi, n'a de sens que dans le cadre d'une stratégie d'établissement et en vue d'atteindre un objectif global. Ça peut être la conquête ou le renouvellement d'un public, une meilleure diffusion ou valorisation d'une collection, l'expansion d'une marque ou d'une notoriété, ou pourquoi pas le développement économique ou la génération de ressources propres. Et pour moi, le numérique ne peut être qu'un outil et non pas une fin au service de ces différentes stratégies, mais c'est évidemment un outil essentiel et de plus en plus essentiel. Je voudrais comparer deux chiffres. Aujourd'hui, 78% des Français se connectent à Internet tous les jours et 76% des Français de plus de 14 ans sont utilisateurs actifs de réseaux sociaux. Et j'aimerais comparer ces deux chiffres avec un autre chiffre qui vous concerne évidemment directement, qui est la proportion des Français ayant visité un musée ou une exposition en 2018, selon les données du ministère de la Culture, qui n'est que de 29%, et en plus en baisse de 11 points depuis 1997. Donc on voit d'un côté 75 à 78% de Français connectés, de l'autre côté, moins de 30% des Français qui vont au musée. Alors chaque stratégie que j'ai évoquée auparavant s'adresse évidemment à un public déterminé, et il est incontestable que les outils numériques, type par exemple réseaux sociaux ou podcasts ou visites virtuelles, permettent de mieux toucher une cible plus jeune ou une cible étrangère par exemple. Et dans certains cas, le numérique est évidemment incontournable. Dans la même étude du ministère de la Culture, on apprend qu'entre 1973 et 2018, la part des Français de 15-24 ans et de 25-39 ans visitant un musée ou une exposition les 12 derniers mois a baissé de 10 points. Il faut donc plus que jamais imaginer des politiques de communication ou de médiation numérique qui sont adaptées à ces publics qu'on a du mal à faire venir dans nos musées. Et le succès, par exemple, du réseau TikTok dans certains musées en France et dans le monde est un bon exemple de cette adaptation des outils numériques à un public ciblé. Alors, le Covid-19 ou la Covid-19 et les confinements successifs ont généré évidemment de nombreuses expérimentations, alors que je n'aurais pas le temps de présenter ou de préciser ici, mais ces confinements successifs ont surtout fait apparaître de nouvelles tendances en matière d'outils, de contenus et de services numériques que je vais résumer en 5 idées. Le do-it-yourself, notamment en matière de production vidéo et de contenu en général, et du coup une forme de démocratisation et d'accès donné au numérique
à des musées ayant moins de moyens ou moins de ressources budgétaires ou humaines, et du coup à des musées plus petits qui, par la facilité à faire de la production vidéo, par exemple, ont pu s'approprier de manière beaucoup plus grande le numérique pendant ces périodes de confinement. Deuxième idée importante, pour moi, la désacralisation des discours, avec une implication plus grande des équipes de médiateurs ou de conservateurs qui prennent la parole, à qui on donne la parole, des personnages ou des visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet des musées. Et du coup, cette désacralisation des discours permet d'obtenir et de transmettre une narration aussi plus subjective et donc plus accessible. Troisième idée, la place plus grande donnée à l'événement et au spontané, avec des lives portant sur des visites presse, des vernissages, mais également évidemment des visites grand public. Autre idée, la participation accrue des publics par le biais de challenges, de concours, d'ateliers ou de conférences en ligne, de collecte d'objets ou de souvenirs. Et enfin, la forte dématérialisation d'activités physiques traditionnelles dans les musées. C'est le shopping dans la boutique qui passe en boutique en ligne, mais c'est aussi les ateliers, les conférences, les vernissages et bien sûr les visites grand public et scolaires. Et sur tous ces phénomènes, la crise a joué évidemment un rôle d'accélérateur, mais je suis convaincu que la transformation rapide à la fois des pratiques et des comportements des publics et donc des musées sera durable. Parmi les questions qu'a posées Estelle, figurait la question de la monétisation. Alors pour moi, la question de la monétisation qui revient de plus en plus dans les discussions entre professionnels et dans les expérimentations revient à se poser trois questions. L'acceptabilité par le public, la compatibilité avec la mission du musée ou les missions du musée et la valeur ajoutée apportée. Et quand on regarde les expériences menées en matière de monétisation ou de commercialisation d'activités numériques, on voit que cette commercialisation d'une activité numérique n'est acceptée et justifiée que lorsqu'il y a une médiation humaine et une interactivité, et lorsqu'elle est associée à un prix raisonnable et justifié par le service apporté. Et on peut mentionner par exemple le succès des cours en ligne du Victoria and Albert Museum ou de Paris Musée, les micro-visites de la Fondation Cartier ou de la Cité de l'Architecture, ou par exemple les summer camps, les camps d'été organisés par de nombreux musées américains. Et à contrario, on peut observer le semi-échec ou la mauvaise image parfois induite par certaines autres pratiques de monétisation. Je pense par exemple à des visites d'expos en vidéo sans interaction, donc un simple flux vidéo non interactif, ou une visite virtuelle 360 sans médiation, ou l'accès restreint à la collection numérique dans certains cas. Et en conclusion, j'aimerais reprendre le titre du webinaire, « Le numérique est-il solidaire ?» Et je dirais 2 fois oui. D'abord parce que le numérique favorise évidemment la solidarité entre les professionnels, parce que sa complexité, son évolutivité constante oblige au partage des bonnes et des mauvaises pratiques, et le succès des webinaires d'Ecom France ou du Click France évidemment en témoigne. Et par son essence même, le numérique favorise également la mutualisation. Les initiatives, par exemple, collectives que le Click a pu lancer en 2020 ont rencontré un vrai public. Le Tour de France vidéo des lieux culturels confinés que l'on avait organisé avec une vingtaine de musées et de lieux de culture scientifique en mai sur Facebook a touché plus de 2 millions d'abonnés Facebook. Et l'exposition virtuelle coproduite avec 65 collections françaises a attiré près de 400 000 visiteurs uniques en 7 mois. Donc, le numérique peut également être synonyme de solidarité avec les publics ou entre les institutions et leurs publics. Et je vous donnerai 2 exemples. C'est par exemple quand les ateliers, conférences ou visites virtuelles permettent de toucher des personnes distantes, confinées bien sûr, mais également empêchées. Mais c'est aussi quand des opérations de financement participatif permettent de soutenir les artistes, de maintenir à flot des musées en danger ou de lancer de nouvelles activités, par exemple de médiation famille, comme l'a fait récemment le musée du Louvre. Et donc, dans de nombreux cas, le numérique permet de faire rimer musée et solidarité. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour votre témoignage. On pourra aussi y revenir tout à l'heure. Je propose de donner la parole désormais à Brigitte Liabeuf,
qui pourra, à travers peut-être l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous donner des exemples de terrains, de musées et nous livrer un retour d'expérience en tant que conseillère musée. À toi, Brigitte. Merci Estelle et bonjour à tous. Effectivement, donc c'est une intervention en fait qui va plutôt donner la parole à mes collègues des musées, puisque en fait on est sur cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accompagnons, on est 2 conseillers pour les musées et nous accompagnons 135 musées de France. Alors moi je dirais en préambule que avant de parler de solidarité, mais du coup je rejoins un peu l'intervention de Monsieur Damali, c'est-à-dire que tous les musées ne sont pas égaux devant le numérique. Nous avons dans nos 135 musées de France aussi bien des musées de renommée nationale et internationale portés par une métropole, une grande métropole, mais aussi un petit musée de territoire qui est porté par une commune de 200 habitants. Donc évidemment, entre ces 2 types de musées, les ressources humaines, les ressources budgétaires ne sont pas les mêmes. Et en voie de conséquence, le niveau à la fois l'accès au numérique, puisque nous avons aussi dans cette région des zones blanches, dites blanches. Donc nous savons que nous avons un peu de mal à communiquer, même en visio, avec certains de nos collègues sur certains départements. Et donc il y a une inéquité, on va dire, d'accès et d'usage au numérique. Et ça, nous le constatons. Et bon, je reviendrai aussi un petit peu après sur ce qui s'est passé avec la Covid. Il y a un autre point qui est alors peut-être spécifiquement français, qui est parfois on a 80% de nos musées qui sont portés par un niveau municipal, donc une collectivité territoriale. Et beaucoup de nos collègues nous ont fait remonter justement pendant la période du confinement, le premier confinement, la difficulté avec laquelle ils avaient à mettre en œuvre même des actions sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, dépendant de collectivités territoriales, ils n'ont pas la main sur leur communication. Souvent, ils n'ont pas, s'ils ont un site internet, le site internet est hébergé par la ville en fait ou par le département, et l'ensemble de la communication est géré par un service communication indépendant du musée. Donc c'est une lourdeur administrative qui empêche la réactivité, la fluidité, l'agilité qu'on attendrait du numérique et qui impacte comment dire, leur lien aussi avec le public dans cette période un peu compliquée. Ceci dit, on a quand même constaté, malgré ces handicaps, je rejoindrai ce qu'a dit Monsieur Lochon, c'est-à-dire qu'on a, à l'échelle de la région, on a constaté que les bons exemples et les plus réactifs venaient plutôt des musées alors, de petite taille ou moyens qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir une stratégie numérique précédemment, mais qui finalement se sont débrouillés, un peu comme vous le disiez, le do it yourself. Et c'est vrai qu'on a vu apparaître notamment des initiatives de médiateurs qui se sont filmés chez eux en faisant des explications sur telle ou telle œuvre de leur musée, en ayant la volonté en fait de continuer un travail de médiation. Et ça, c'est vraiment ce qui est ressorti en fait de cette période, pour moi en tous les cas, c'est le fait que des musées qui n'avaient pas une stratégie numérique, qui n'en avaient pas les moyens, se sont emparés des réseaux sociaux et souvent en bricolant. Et après, je crois que je peux regretter aussi, vu toutes ces initiatives, que le ministère de la Culture ne les ait pas relayées. Et c'est vrai que quand est apparu le site Culture chez nous, ben, on a préféré plutôt les bons exemples bien éditorialisés. Et les petites initiatives, le do it yourself, ne sont pas apparues en fait. Et c'est un petit peu, ça c'est un regret que je peux envoyer au ministère de la Culture. Ensuite, sur les contenus de ces outils, alors Instagram surtout, Facebook, YouTube, bon, bah, on les a un petit peu énumérés tout à l'heure, c'est-à-dire on va retrouver les visites, je dirais, des expos temporaires auxquelles on n'a pas accès. On va retrouver
des ateliers à destination. Ça, c'était surtout pendant le premier confinement, quand les enfants, leurs parents, beaucoup d'initiatives pour remettre à disposition des moyens pour des ateliers de pratiques artistiques ou de pratiques scientifiques. Et ensuite, je trouve ce qui est apparu un peu de manière différente, c'est la volonté des musées de montrer les coulisses aussi. Et on continue à le voir puisque nos musées sont fermés, beaucoup notamment sur Instagram, le montage d'une expo, le démontage d'une expo, les opérations de restauration aussi sur certains objets. Des musées qui habituellement ne communiquaient pas forcément sur leur politique d'acquisition, des petits musées qui ont mis en ligne sur Instagram aussi les dernières acquisitions dont ils ont fait qu'ils ont acquises. Donc une volonté, oui, de montrer les coulisses et de montrer que malgré la fermeture, ben, les musées et les équipes sont encore là et bien mobilisées et ont envie de communiquer avec leur public. Ce que je trouve aussi un petit peu particulier, c'est une autre façon de s'adresser au public. Et c'est vrai qu'il y a le côté, ben, on va solliciter le public, notamment au travers de jeux, de quiz, de challenges. Et il y a aussi beaucoup de notes humoristiques, souvent d'interprétations d'œuvres ou de positionnements qui sont un petit peu différents de ce qu'on pourrait trouver même sur un site internet institutionnel. C'est ce que voilà, un peu comment dire, la conclusion de ce qu'on a observé sur le terrain. Alors après, sur le niveau solidarité entre professionnels, ce qui est apparu, c'est que l'usage justement de la visio, c'est vraiment, voilà, chacun s'est approprié l'outil. Et on a un petit réseau, enfin, on a un réseau informel de médiateurs qui habituellement chaque année se réunissait autour de thématiques et avec un public qui est, voilà, aussi de jeunes médiateurs ou jeunes médiatrices. Et j'étais assez surprise de l'interrogation en fait qu'ils et elles avaient sur la possibilité de continuer leurs échanges en distanciel, en numérique. Et en fait, on a eu un retour de leur part puisqu'on a mené des ateliers participatifs à distance sur la politique des publics. Et donc, la conclusion de notre dernier échange, c'était qu'effectivement, on pouvait encore communiquer, on pouvait encore partager, on pouvait encore partager les expériences et donc être solidaire via l'outil Visio. Et c'est vrai que bon, c'était quelque chose qui n'était pas dans les pratiques. Et puis, dernière peut-être observation, là, du côté de ce qu'on est, nous, la Direction régionale des affaires culturelles, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'interroge sur notre positionnement et sur comment accompagner ces initiatives actuellement, qui sont les initiatives liées à le travail d'échange avec le public à distance, que ce soit sur des opérations hors les murs ou que ce soit sur l'accompagnement pour les outils numériques à destination notamment de musées qui n'ont pas de gros moyens. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte, pour ces exemples auvergnats, lyonnais que tu nous as fait partager. On va mettre le cap sur Paris avec Paul Salmona pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui de fait était déjà très actif avant la crise sanitaire en termes de présence numérique. On vous écoute, Paul Salmona, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que donc je n'évoque là évidemment que le musée d'art et d'histoire du judaïsme, hein, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un petit moyen musée par rapport au grand musée de la ville de Paris ou aux musées nationaux. Une trentaine de personnes pour l'équipe culturelle et scientifique, si on laisse de côté la surveillance, qui est évidemment très importante ici. Je dirais que le confinement le premier confinement a été un coup de pied au cul extraordinaire en termes d'usage des outils numériques, qui était déjà assez développé, vous l'avez dit, merci. Notamment, on avait l'intégralité de la collection et de la documentation, enfin une très large partie de la documentation en ligne, trentaine de milliers d'items. Mais évidemment,
le confinement et le fait que immédiatement on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire sur Internet d'une manière générale, a été très, très stimulant. Ça a été d'ailleurs l'occasion d'un approfondissement de la connaissance qu'on en avait et de la connaissance qu'on en avait des usages. Un des autres, je vais y revenir évidemment un peu plus en détail, un des très gros avantages, je dirais que ça a eu, c'est que ça a fédéré l'ensemble de l'équipe culturelle et scientifique qui était évidemment éclatée, confinée chez elle, sur le travail, sur ces différents outils. Donc, sur le plan, je dirais, psychologique et comment dire, de la psychologie de l'équipe, ça a été extrêmement positif. Ça a permis énormément d'améliorer l'ensemble de l'offre sur Internet, de mieux mettre en valeur la ressource. Évidemment, et là on répond très directement à votre question sur la solidarité, ça a été une manière de maintenir un lien très important avec le public. Alors le musée d'art et d'histoire du judaïsme est un musée qui a un public de proximité important. Ça tient au fait que ça n'est pas qu'une collection permanente, c'est aussi une politique d'exposition temporaire assez importante, 6 à 8 expositions par an, un auditorium de 200 places avec une centaine de manifestations par an, un service pédagogique, une bibliothèque et une librairie avec 5000 titres. Donc vous voyez toute une série de pôles en dehors de la collection permanente qui attirent du public dans une logique de proximité. Et donc évidemment, il y a eu une substitution du lien de proximité avec ce public dans l'ensemble de l'offre en ligne. Et qui a été tout à fait essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On a notamment développé tout ce qui était, toute une série de newsletters, de lettres d'information hebdomadaires. Ça nous a obligés à revoir la manière dont on présentait la collection et à refaire les fiches de présentation des œuvres clés du musée sur lesquelles, au fond, on ne s'était pas penché depuis plusieurs années, à améliorer toute une série de fonctionnalités de la base des œuvres, à proposer toute une série d'activités de substitution en termes de médiation, du service éducation-médiation, notamment pour les écoles, pour les enfants, pour les familles, de proposer des séances, là, toujours en ligne, alternatives pour les sessions de formation que nous faisons pour les enseignants. Nous faisons beaucoup de formations pour les enseignants. Que dire encore? Alors, l'auditorium, je l'ai dit, a une place importante et donc là, on a eu à annuler un nombre absolument incalculable de séances, que ce soit de visites, d'ateliers, de visites scolaires, etc., et de séances à l'auditorium. Mais on a pu proposer une série de séances à l'auditorium intéressantes qui ont produit notamment comme effet un élargissement tout à fait spectaculaire du public. Alors, je ne sais pas en termes socioculturels, mais en tout cas, en termes géographiques. On a notamment, ça a été un de nos grands moments, organisé un dialogue avec Daniel Mendelssohn, l'auteur des Disparus et d'une Odyssée, grand écrivain américain qui parle parfaitement le français. Donc une discussion entre Paris et New York qui a attiré plus de 600 connexions. Je dis bien connexions parce que je pense que derrière chaque écran, il y avait peut-être, en tout cas c'était le cas chez moi, plusieurs personnes. Ce qui est évidemment 3 fois la jauge de l'auditorium qui fait 200 places et 6 fois la jauge en période de confinement, puisque en période de confinement, on met 100 personnes. Et surtout, et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, on avait des auditeurs, spectateurs en région et à l'étranger, ce qui valide d'ailleurs une des hypothèses fortes et une des perspectives qu'on a pour l'avenir. Alors, ça va peut-être aussi dans le sens de la question des solidarités, qui est que... et là, on s'interroge sur la question de la tarification. J'y reviens pas parce que c'est vraiment un souci, c'est vraiment un questionnement sur lequel on n'a pas encore les réponses. J'ai été très intéressé d'ailleurs par ce qu'a dit Pierre-Yves Blochon. Mais en tout cas, on s'interroge vraiment sur le fait de mettre en streaming, en plus de ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire en différé, ces manifestations parce qu'elles permettent d'avoir un public beaucoup plus large. Moi, je me suis longtemps occupé de l'Auditorium du Louvre, dont j'ai été directeur pendant 13 ans, et c'était un des grands regrets que j'ai pu avoir, qu'au-delà des 400 personnes qu'on pouvait toucher physiquement dans la salle, 450 dans le meilleur des cas, on n'ait pas développé très tôt, à partir des années 90, la diffusion en ligne, ou au moins la captation et la diffusion a posteriori en ligne, qui permet d'élargir le public.
alors qu'évidemment, les grandes institutions nationales ne touchent qu'un public de proximité qui, de fait, est privilégié par sa proximité géographique avec les dites institutions, le Louvre en l'occurrence. Mais au fond, c'est la même chose pour le MAGE à Paris, du point de vue géographique. Alors, je ne vais pas rentrer dans plus que ça, mon temps est à peu près écoulé. Juste une dernière chose qu'on ait faite en ligne, parmi bien d'autres, hein, une souscription publique qu'on a lancée en décembre à la suite de l'acquisition de 200 croquis d'audience des procès d'Émile Zola en 1898 et de Dreyfus, le procès en appel de Dreyfus dans le lycée de Rennes. Donc, on a acquis ces dessins pour une cinquantaine de milliers d'euros en toute fin d'année parce qu'on les a découverts dans cette vente au mois de décembre, évidemment sans les crédits afférents, donc sur le fonds de roulement du musée. Et en quelques jours, on a récolté, grâce à une souscription publique essentiellement lancée en ligne, enfin même exclusivement en ligne, plus de 50 000 euros pour couvrir la souscription, ce qui dit évidemment, enfin on le sait, mais le pouvoir d'Internet. Voilà. Je ne développe pas plus, mon temps est écoulé, mais on peut discuter ensuite, bien sûr. Merci beaucoup et bravo pour cette mobilisation autour de vos acquisitions. C'est très impressionnant. Je pense que ça va donner des idées à d'autres des participants présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, après vos 4 interventions, je propose de céder la parole à Anastasia Chourmouziadi. Et au passage, je me permets de saluer nos amis grecs très présents autour de vous, Anastasia, et pour ce débat qui lui donne une dimension fortement européenne. Merci beaucoup et on vous écoute. Well, thank you very much for the invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Même si nos communications numériques ont été quelque peu problématiques, je n'ai pas reçu vos consignes, mais j'espère que la possibilité de vous montrer quelques images va permettre de rendre ma présentation plus Mi presentación sea más interesante. Quisiera compartir mi pantalla, pero está desactivada. No lo puedo hacer. ¿Me pueden activar? On s'en occupe, hein. On active le partage d'écran. Désolée pour ce petit délai entre votre intervention et le partage. On y arrive? Ah, ça vient. Désolée. OK. Ça marche? Let me check it. Yeah, it's okay. Ok, ça semble être bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Do you see my screen now? Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Yes, it works. Okay. Well, almost 10 months ago, my Il y a bientôt 10 mois, avec mes collaborateurs, Pauline et moi-même, nous avons cherché à mettre en place une réponse à la pandémie inédite. Au mois d'avril, la société grecque et les musées pensaient que ce confinement devait rester un événement de courte durée. Les citoyens grecs ont démontré qu'ils pouvaient être obéissants aux consignes et ils ont eu des comportements exemplaires. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose pour les musées grecs. Nos recherches ont démontré que la majorité des musées n'ont pas été capables d'utiliser des moyens alternatifs, c'est-à-dire des moyens numériques, pour continuer de communiquer auprès de leur public. Après une petite intervalle qui permet de montrer quelques photographies intéressantes, on vit notre 3e confinement, sans doute pas le dernier. On parle aujourd'hui de fatigue, de lassitude par rapport à la pandémie, et on se rend compte que peu importe la situation et les confinements, on ne peut pas mettre en attente nos vies.
La pandémie a accentué les problèmes de la société grecque. Notre université a décidé de prolonger la période d'examen et on a prolongé également la fermeture des musées. On se rend compte que à la fin de la pandémie, on ne peut pas revenir à la normale. Dans notre recherche, on ne se focalise pas sur les contraintes imposées par les confinements, mais sur ce que le confinement a permis. En d'autres termes, nous pensons que la pandémie est une nouvelle opportunité de réexaminer la normalité du musée. Musée non pas comme victime de force majeure, mais comme acteur du changement. Permettez-moi de vous montrer quelques images tirées de ma recherche. Nous nous sommes basés sur le portail officiel du ministère de la Culture grec et nous avons recherché des données sur les différentes institutions qui sont listées comme musées. Nous avons constaté une grosse différence entre les musées en ce qui concerne les activités numériques pendant les deux confinements. Puisque ce portail ne donne que des informations minimales et ne contient pas des contenus multimédia, nous sommes allés sur les sites web de chaque institution et nous avons fait une analyse des activités en ligne et de leur nature. Il y avait des annonces concernant la fermeture du musée, des annonces générales, quelques événements participatifs, des programmes pédagogiques, des visites virtuelles et certains contenus multimédia. Les résultats sont plutôt éclairants et avec peu de surprises. La majorité des musées grecs n'ont pas leur propre musée et donc la plupart des musées figurant sur le catalogue Odessi étaient fermés dans tous les sens du terme. Même si certains musées ont un site web, ce n'est pas suffisant pour le développement des activités en ligne. En effet, seulement la moitié de ces musées avaient des informations qui incitaient le public à l'action. Il y avait certaines activités pendant les vacances, c'était peut-être l'exemple le plus présent. À part cela, 16 musées avaient des contenus multimédia, avaient des programmes pédagogiques, 10 proposaient des visites virtuelles et 2 musées invitaient leur public à des visites en live stream, en streaming. C'était des musées avec un public très important, avec beaucoup de ressources financières et humaines. La plupart des contenus numériques étaient préexistants et peu de musées ont développé de nouveaux contenus pendant la quarantaine. Les événements participatifs pour les publics des musées étaient quasiment inexistants. Il y avait quelques exceptions, musées archéologiques qui ont organisé des manifestations au printemps et une autre manifestation au mois de novembre. De plus, pendant le deuxième confinement, certains musées ont commencé à remettre en ligne des présentations préexistantes en espérant que le public pouvait participer. Somme toute, toutes ces activités ne peuvent pas être considérées comme une alternative à la visite d'un musée. Surtout, les données que nous avons collectées ont démontré que les musées grecs n'étaient pas prêts à ce virage numérique, même si le support numérique est disponible. Les activités ne sont pas faciles à mettre en place, surtout dans une situation sous pression. L'exposition numérique annoncée par le musée judaïque ne consiste qu'en quelques images et ne tire pas profit de la possibilité offerte par le numérique, l'immersif, la possibilité d'interaction multiple avec les contenus. C'est même le cas dans le cadre d'une exposition numérique mise en place par le ministère de la Culture. L'évolution de la technologie numérique est en évolution avec une
relation disproportionnée avec la capacité du musée à suivre le mouvement. C'est intéressant de noter que dans le deuxième confinement, la situation a été pire et non pas meilleure. Cela nous montre que pour moi, les musées grecs souhaitent retourner à ce qu'ils connaissaient avant le confinement. On ne peut pas imaginer la pratique muséale sans l'interaction physique avec nos publics et nos visiteurs. C'était plus facile d'imaginer de visiter une école virtuelle, visiter un médecin, mener une relation amoureuse virtuellement, mais pas visiter un musée numérique. 50 ans après la levée des premières voix critiques, les musées grecs continuent de vénérer l'objet physique. La plupart des musées grecs se contentent de cette physicalité. Peu dépensent de l'argent sur les technologies numériques. La plupart des contenus numériques dans les expositions physiques sont surtout un support pour la présentation d'un objet physique qui présente des informations que les visiteurs ne demandent pas. Quoi qu'il en soit, l'objet reste intact, que ce soit physiquement ou intellectuellement. D'un autre côté, les visiteurs physiques sont nécessaires, non seulement pour la contribution financière, mais parce que leur présence justifie l'existence du musée. Jusqu'ici, la plupart des musées grecs ont été réticents à partager leurs collections de manière numérique. Même s'ils avaient des collections numérisées, la plupart de ces contenus n'étaient pas utilisés. Et en général, ces contenus consistaient seulement à un catalogue en ligne. Déplaçons notre regard de l'objet physique et posons la question des différents récits qui peuvent être racontés par l'objet. Comme cela a été argumenté il y a 20 ans, une base de données numérique peut constituer un point de départ idéal pour un récit très ouvert. Avec cette réflexion, la distanciation de l'objet physique qui a été contraint par la pandémie permet une opportunité d'explorer l'objet sans la physicalité de cet objet même. Depuis leur domicile, les visiteurs virtuels peuvent devenir plus critiques. Ils peuvent transformer leur point d'exclamation en point d'interrogation ou même des expressions de colère. Je ne dis pas que l'objet physique est inutile. Ce que je cherche à dire, c'est que en fonctionnant pendant un certain temps sans l'objet, on peut découvrir ce qui manque à notre normalité physique suspendue, l'interaction directe avec un public présentiel. Je pense que la réaction des musées grecs va être une démonstration d'une utilisation malencontreuse et maladroite des technologies numériques. On a un appel d'offres qui a eu 23 réponses avec un peu d'originalité dans les réponses qui touchent une petite partie de la collection physique et qui permettait aux visiteurs seulement une visite à 360 degrés. À mon avis, il faut mettre en place un plan stratégique. Le problème ne sera pas résolu quand les musées grecs auront les structures et les personnels nécessaires. Le problème sera résolu quand nous pensons à réfléchir autrement. Peut-être que le numérique est le vaccin pour la souffrance des musées, mais le processus de vaccination en Europe ne tend pas à démontrer une très grande solidarité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anastasia, pour ce témoignage et cette
formule qu'on n'oubliera pas, le vaccin pour les musées, l'outil numérique qui nous permet finalement de garder un contact avec nos œuvres et nos objets, effectivement. Alors après ces différentes interventions qui se sont bien complétées, je pense, à travers les différents horizons de nos intervenants, je propose de laisser place aux questions. Alors peut-être que vous-même, les participants, vous en avez d'ailleurs entre vous, mais aussi à tous ceux qui nous ont rejoints. On est près de 178 ou 179 participants aujourd'hui. Est-ce que certains souhaitent se manifester? Je suis en train de regarder si je vois des petites mains se lever. J'avais noté la présence des collègues du musée de la Poste. Est-ce qu'éventuellement, ils auraient un témoignage complémentaire à nous livrer très spontanément? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, sur le musée de la Poste, en fait, on observe un peu la même chose, c'est-à-dire que nous, on a été assez actifs lors du premier confinement et ça a bien marché avec des jeux et une présence sur les réseaux sociaux qui était très maintenue, très soutenue. Et par la suite, au deuxième confinement, au sortir, en fait, le deuxième confinement n'était pas le même que le premier. Les enfants n'étaient pas à la maison. Et dans notre cible, on avait quand même pas mal de podcasts qui étaient destinés aux enfants. Donc ça a vraiment bien marché au premier confinement. Le second, on a poursuivi sur d'autres thématiques, mais déjà moins activement, parce qu'en fait, on retombait dans quelque chose. On n'était pas plus préparé, en fait, et parce qu'on ne s'y attendait pas. Et on n'a même pas eu le temps de mettre en place des choses. On a fait des choses à Noël ont moins bien marché. Après, des choses qui ont quand même bien marché, ça a été, on a fait une conférence. Alors pour le coup, nous, on a partagé, on a mis en place, on a fait une conférence Teams avec Francis Rocard sur l'homme sur Mars, etc. Il a publié des livres, il était assez connu, qu'on a bien relayé sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de monde et du coup, Teams permettant d'enregistrer la conférence, on l'a mise directement en ligne sur YouTube derrière et ça marche bien aussi. Donc sur c'était très ciblé quand même et c'était assez technique, mais sur une conférence de 2 heures, très peu de gens sont partis en cours. Il y avait une centaine de personnes, mais on avait limité volontairement à 100, ce qui était une erreur. On aurait pu prendre plus parce que la vidéo est gourmande, mais à partir du moment où on demande aux gens de couper leur vidéo, l'audio prend pratiquement pas de bande passante, donc on peut vraiment avoir un public de 500 personnes qui écoutent sans aucun problème, je pense. Voilà, en plus Teams, c'est une solution qui est une solution groupe. On est tous sur la solution Microsoft dans le groupe La Poste. Donc on a utilisé ça et c'était très bien. Quelque chose qui a bien marché aussi, ça a été l'exposition Rêver l'univers. Nous, on a eu un problème avec cette exposition, c'est qu'en fait, elle a ouvert en septembre et donc elle a fermé là, début février. Et en tout, il y a eu 2 mois d'ouverture, pas plus. Et on a eu la bonne idée de faire un film avec les artistes qui s'expriment sur leurs œuvres, qui l'expliquent, parce que c'est vrai qu'il y a certaines œuvres qui demandaient un éclairage de l'artiste. Et cette vidéo, ce film même, qui dure 20 minutes à peu près, qui a été pas mal relayé. Alors, dans les médias traditionnels, puisque c'était dans je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit journal dans Télérama, le journal Paris Télérama, mais ce qui a bien marché là, c'est qu'à la fermeture donc, de l'exposition et dans la perspective de ne plus pouvoir la voir, on a fait une opération sur les réseaux sociaux pour promouvoir ce film, donc qui est en accès gratuit sur notre plateforme YouTube. Et là, on a totalisé, on va atteindre 5000 vues de cette vidéo
qui est une vidéo qui n'est pas exigeante en soi, qui emmène quand même dans une pérégrination qui est plutôt sympa. Mais voilà, donc on joue là-dessus. Là, c'est vrai que si ça devait durer, nous, on déprogramme. On a une prochaine exposition qui va venir, donc c'est à la Pointe de l'Art, qui repose beaucoup sur l'art du timbre, en fait, et qui devait commencer en mars, on la reporte déjà en avril, et on s'interroge sur comment faire vivre tout ça sur Internet. Alors, on cherche des solutions. Nous, pour l'instant, on est sur un modèle de gratuité sur le numérique. On n'a pas encore, on ne pense pas encore faire des… il y avait l'Ouvre-Lens qui avait été très actif sur des expositions gratuites, enfin des visites guidées gratuites. Nous, on envisage de faire la même chose. Sur le modèle payant, on n'y est pas encore, je pense. Mais on y réfléchit. Voilà. Je ne sais pas si je n'ai pas été un peu hors sujet sur le truc. Pas du tout, Eric, je vous rassure. Bon, merci pour ce témoignage en plus. Comme j'ai été interpellé, je me permets. Vous n'aviez pas le choix. Voilà, alors, j'ai noté que Paul Salmona souhaitait rebondir suite à l'intervention d'Anastasia. Donc, je vous laisse la parole, Paul. Merci beaucoup. Non, très rapidement, dans une période de fermeture des musées, il me semble que l'ensemble de l'offre qu'on peut avoir sur Internet et les réseaux sociaux a un rôle palliatif. En revanche, et donc très utile. En revanche, je ne crois pas du tout qu'en dehors de ces périodes de fermeture, ça soit une alternative à la visite physique. Alors, je voudrais juste revenir à un colloque organisé au Louvre en 1992, fin 92, qui s'intitulait « Nouvelles images et muséographie », où la question, à un moment où les réseaux sociaux n'existaient pas, où on pouvait à peine faire du streaming son et même pas du streaming image, la question qui se posait était de savoir si la mise en ligne des bases de données, des collections, aurait un effet d'éviction sur la visite physique ou au contraire un effet de stimulation de la visite physique. À l'époque, un certain nombre de penseurs pensaient que le musée du futur était un musée en ligne et que les musées physiques n'avaient aucun avenir, ce en quoi, c'était le cas notamment de François Dagonier, ce en quoi il se mettait, je crois, le doigt dans l'œil jusqu'à l'hypophyse, parce qu'au contraire, ce qu'on a constaté, c'est que plus la documentation sur les collections est accessible, plus les musées sont visités. Je crois que c'est comme ça qu'il faut concevoir l'ensemble de notre offre en ligne, c'est-à-dire comme un prolongement documentaire, pédagogique, de médiation, mais qui de facto, parce que c'est ce qu'on constate, suscite de la visite physique. Les œuvres ne sont pas des images, elles ont un volume, une texture, un format, etc., etc. Et elles ne sont pas réductibles à un écran à l'italienne rétroéclairé d'ordinateur. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait d'être en ligne. Au contraire, ça suscite de la visite physique et c'est comme ça qu'il faut le penser, me semble-t-il. Sans parler évidemment de tout ce qui est de tout ce qui est l'activité du musée qui n'est pas réductible à la visite des collections ou des expositions temporaires et qui, alors, par définition, se prête bien à la mise en ligne. Merci Paul pour cette réaction et cette précision. Claire Paluet du musée Malraux du Havre souhaitait poser aussi une question et solliciter des retours de musées ayant proposé des visites privées en visioconférence par un médiateur culturel pour les mécènes ou autres publics. Et elle souhaitait savoir aussi quels moyens techniques sont à portée de main finalement pour les petites structures. N'hésitez pas Claire à compléter si j'en ai oublié. Non, c'est parfait. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Pierre-Yves Lochon, peut-être, ou d'autres? Je ne sais pas si Pierre-Yves Lochon a des choses générales à dire. Pour ce qui concerne le MAGE, nous l'avons fait, si j'ai bonne mémoire, sous forme de Facebook Live. Et comme on faisait payer et pour valoriser un peu la visite, il y avait un numerus clausus d'une trentaine de personnes qui se voyaient entre elles et pouvaient poser des questions au médiateur et ça a été très, très apprécié. C'était un tarif symbolique de l'ordre de quelques euros.
Oui, je peux compléter la réponse de M. Salmona. Alors, il y a de plus en plus de musées qui proposent cette offre. Alors, d'un point de vue solution technique, pour répondre à la question de Claire, il y a des possibilités d'utiliser, comme le disait M. Salmona, des solutions, on va dire, des outils grand public. M. Salmona évoquait Facebook Live qui peut faire ce genre de visite et qui peut les monétiser. On peut le faire évidemment sur Teams, sur Zoom. Il y a également des startups qui ont lancé des solutions un peu ad hoc. Je pense à celle qui est utilisée par exemple pour la fondation Louis Vuitton que j'ai évoquée dans ma présentation, qui est un mélange d'exploration vidéo 360 et d'interaction en direct avec une médiatrice dans le cadre d'un groupe d'une quinzaine, d'une douzaine de personnes. Et il y a d'autres startups qui proposent aussi ce genre de solution. Il y a une autre solution qui est d'associer une visite virtuelle en 360 avec un partage d'écran sur Zoom ou sur Teams. Donc, d'un point de vue technologique, il y a vraiment beaucoup de choses actuellement sur l'étagère, des solutions qui sont très, très faciles à utiliser et gratuites dans certains cas, dans d'autres cas qui nécessitent un partenariat ou de passer par une prestation de service par des entreprises. Mais la technique n'est pas le problème aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment toutes les solutions disponibles pour proposer ce genre d'expérience. Et sur les retours, la question de Claire sur les retours des musées, ce que je disais dans ma présentation, c'est que les musées qui ont commencé à le faire d'un point de, en monétisant, donc en facturant ces visites, que ce soit à la Cité de l'Architecture, que ce soit à la Fondation Louis Vuitton, rencontrent un vrai succès puisque leurs sessions de visite sont quasiment toutes pleines. Et la Fondation Louis Vuitton, par exemple, dans le cadre de l'exposition Sherman, a dû augmenter le nombre de sessions de visite numériques en groupe de son exposition et a même prolonger ces visites virtuelles alors même que l'exposition était officiellement fermée et à négocier avec l'artiste pour pouvoir faire des visites au-delà de l'exposition physique. Donc, et ça, c'était pour répondre à une demande. Et on était on est dans les deux cas, hein, Cité de l'Architecture ou Fondation Louis Vuitton, sur des gammes de prix très similaires, entre 5 et 6 euros la visite par personne. Donc, on est sur des sommes extrêmement raisonnables pour proposer ces alternatives numériques à l'impossibilité de faire des visites physiques aujourd'hui. Merci à tous les deux pour ces réponses. Yvan Matevé souhaitait également intervenir, donc je le laisse se présenter et poser sa ou ses questions. Merci, je serai rapide. Moi, je travaille au musée site archéologique de Saint-Romangal. Voilà, donc je travaille avec Brigitte Liabeuf. Donc, c'était simplement pour insister un petit peu sur quelque chose qui me paraît important, effectivement. Je travaille dans un musée qui est un musée départemental. Et effectivement, le problème qu'a évoqué Brigitte tout à l'heure est assez fondamental pour de nombreux lieux, c'est-à-dire effectivement la liberté que nous avons nous-mêmes de cette communication. Alors, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, je vais prendre juste un exemple pour vous montrer un peu la difficulté. Nous avions donc des activités, comme tout le monde, programmées. Nous avons souhaité faire une captation, la diffuser. Ça nous a pris pas mal de temps, de validation, mais ça, je laisse de côté, c'est assez habituel, pour que ce soit diffusé sur le site du musée et sur le Facebook du musée et du département. En revanche, nous avons eu, et je crois que c'est quelque chose qu'il est bon de savoir, très peu, entre guillemets, de regardeurs, tout simplement parce que ces actions sont sûrement superbes comme ça, mais si elles ne sont pas communiquées en amont et si on ne sensibilise pas de nouveaux publics à ces nouvelles formes d'activité et ces nouveaux médias, on ne récolte pas forcément le résultat des efforts que l'on veut mettre derrière. Donc, je voulais juste pointer du doigt cette nécessité, me semble-t-il, de communiquer aussi pour toucher d'autres publics que notre public habituel. Puisque même si le site du musée a une fréquentation qui est tout à fait honorable, on touche en réalité, en tout cas c'est ces expériences qui nous le montrent, un public plutôt de conquis, un public plutôt de spécialistes, plutôt archéologues, plutôt étudiants. Et lorsqu'on fait un pas de côté avec une visite dansée, quand on fait un pas de côté avec un spectacle de contes, etc., on ne touche pas le public qui est le public familial, le public de proximité qui a l'habitude de venir au musée. Donc il me semble que c'était juste pour ajouter ce point. Toute l'énergie que l'on met là-dessus ne suffit pas s'il n'y a pas une communication pour faire connaître ces nouvelles activités. Merci Yvan pour
cette précision. Je me fais le porte-voix désormais d'une question posée par Cécile Dutheil. Est-ce que le numérique solidaire, ce n'est pas aussi comment les institutions culturelles, musées et bibliothèques en particulier, viennent au chevet des lecteurs, des visiteurs et des chercheurs, notamment par la mise à disposition et la libre réutilisation, autant que possible, du patrimoine numérisé et des données de la recherche? Est-ce que certains souhaitent réagir? Juste un mot pour dire qu'une des premières choses que j'ai demandé à la personne hommage qui s'occupe du site internet, ça a été d'augmenter la taille des fichiers numériques, des photos de la base de données des œuvres, de façon à ce qu'un collégien, un lycéen, un étudiant ou un enseignant qui a besoin de faire un PowerPoint en utilisant les images puisse le faire indépendamment des questions de droit, parce qu'en l'occurrence, ce type d'utilisation permet, comment dire, il y a une très grande tolérance en matière de réutilisation des images quand c'est des utilisations non commerciales. Mais c'est vrai que il est rare qu'on ait des formats satisfaisants sur les bases de données images d'un certain nombre de musées. Les textes peuvent toujours se copier-coller d'une manière ou d'une autre. Les images, c'est souvent plus complexe. Merci. Cherki, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose de votre côté? Oui, je voudrais juste parler d'un autre côté qui n'a pas été évoqué durant le débat. C'est rien ne conteste l'importance du digital, mais la sécurité informatique. Donc, si vous ne assurez pas une sécurité informatique à vos données, vous risquez vous risquez de mettre à la disposition de mal intentionnés des informations qui peuvent être utilisées pour voler des collections ou quelque chose comme ça. Donc, on a pas mal d'exemples. Le musée Singer-Laren et le vol de Van Gogh, le tableau de Van Gogh, parce que la visite virtuelle, elle vous permet de voir les couloirs, de zoomer sur les caméras, le positionnement des portes, etc. Donc, il faut toujours, si vous avez des collections qui ne sont pas sécurisées, il ne faut pas les mettre en ligne. Et on a un autre exemple du Yémen, un collègue du Yémen, ils ont été obligés d'enlever le plan du musée de la brochure en ligne parce que une des collections a été volée et le voleur a utilisé le plan publié sur le site web du musée pour entrer au musée la nuit. Merci beaucoup pour cette alerte. Je poursuis parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent et c'est une très bonne chose. Pierre-Yves, vous vouliez compléter à votre tour? Oui, je voulais juste. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais juste compléter ce que disait M. Salmona sur la mise à disposition des images des collections dans un format un peu plus acceptable pour une utilisation. Alors, vous parliez d'utilisation plutôt recherche universitaire. Je voudrais pousser la logique plus loin et évoquer en quelques mots les stratégies open content de certains musées français ou étrangers et montrer et dire le succès, que l'appétit de contenu numérique pendant les confinements s'est également manifesté sur justement ces ressources en open content, notamment au Metropolitan et au Rich Museum, qui ont vu exploser l'usage des centaines de milliers d'images que ces deux institutions ont mis en open content depuis plusieurs années. Et on voit que le fait d'avoir des images de très bonne qualité, téléchargeables facilement, sans restriction d'usage, est un véritable booster sur l'utilisation de ces images ensuite et la diffusion et le partage de ces images, notamment sur les réseaux sociaux. Je regardais tout à l'heure sur le site de la Smithsonian Institution américaine. Ils annoncent par exemple qu'au 4e trimestre 2020, les images en open content, plus de 14 millions d'images en open content ont été vues sur les sites de la Smithsonian en progression de 30% en un an.
Donc, on voit que le fait de les mettre en accès libre est un véritable booster aussi pour l'usage et la dissémination de ces images des collections. Merci aussi pour ces données statistiques. Alors, parlant des réseaux sociaux, on a aussi une question de Blandine Landau qui recoupe celle de Xavier Roland. Certains musées utilisent-ils les données analytiques issues de leurs réseaux sociaux pour adapter leur offre et notamment développer des propositions plus participatives? C'est vrai que la dimension participative est intéressante également. Est-ce que certains aimeraient répondre à cette question? Brigitte, peut-être? On a perdu Brigitte Liabeuf. Non, Non. je suis là. Je n'ai pas forcément la réponse, et c'est vrai que les musées que j'ai contactés justement sur leurs statistiques de fréquentation n'avaient pas encore un retour complet, sachant que ce matin j'étais au café du DEPS sur les visites patrimoniales et les fréquentations, et donc Jasmina, j'ai oublié son nom de famille, je suis désolée, qui est chercheur, sociologue et qui était au département de la politique des publics des musées, qui maintenant est rattaché au DEPS, nous a signalé que le DEPS allait lancer une étude justement sur la fréquentation des sites et des réseaux sociaux, à la fois quanti et quali. Actuellement, il y a un groupe de travail qui réfléchit à mettre en place une enquête. Donc, on en saura certainement plus ultérieurement. C'est vrai qu'on a un recul, enfin, en tous les cas pour cette période pendant Covid, on n'a pas encore le recul nécessaire. Est-ce que Antoine Roland aimerait compléter la réponse de Brigitte Liabeuf, dont on attendra les données dans quelques temps? Je peux peut-être dire quelque chose sur le sujet, excusez-moi. Sur les données analytiques, en fait, ce qu'on fait, c'est évidemment, on étudie ce qui marche pas, en fonction des canaux, et notamment des types entre Twitter et Facebook, par exemple, on n'est pas du tout sur la même cible. Ça, on s'en rend bien compte en postant des contenus et en voyant leur succès relatif sur l'une ou l'autre plateforme. YouTube, pareil. Après, ouvrir à du participatif, c'est-à-dire solliciter sur les réseaux sociaux pour leur demander ce qui serait mieux, nous, de faire, que ce soit en numérique comme à l'intérieur du musée. On pourrait envisager de faire participer la communauté en leur demandant on réfléchit à une future exposition, typiquement une future exposition temporaire, qu'est-ce qui pourrait vous séduire le plus? Sur l'offre numérique, on raisonne par rapport au champ muséal, je pense. On est là, on se dit, un tel fait ça, on fait du benchmark sur les autres sites, enfin, c'est comme ça qu'on fonctionne pour voir ce qui est le plus susceptible de plaire au public. Et c'est après, c'est en analysant les résultats, on va dire, qu'on peut estimer si c'est bien ou pas bien, quoi. Sur l'offre du musée, franchement, enfin l'offre du musée in situ, on n'est pas du tout là-dedans. On a un patrimoine, on a des gens qui réfléchissent au sujet, mais c'est vrai que c'est pas trop ça. Voilà. Et pour revenir à la question d'ouvrir les images, parce que le sujet est intéressant aussi, en fait, ce n'est possible que quand le musée est propriétaire des œuvres. Typiquement, au musée de la Poste, on a même le moindre timbre et encore peut être susceptible de droit, que ce soit auprès de les maquettes notamment de timbres, et tout ça, tout ce qui est atterri finalement au musée de la Poste. En fait, il y a des droits des AGP, il y a des droits intellectuels, des droits d'artistes sur pratiquement tout ça. Et donc, il faut remonter dans le temps pour pouvoir vraiment mettre à disposition des photos d'œuvres qui datent du 19e ou des choses comme ça. Après, ça devient très difficile. Et typiquement, nous, par exemple, notre deuxième étage
Et il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des œuvres dedans. On s'interdit de filmer à l'intérieur parce qu'on sait qu'on va devoir demander des droits à des SGP pour une durée limitée en plus, etc. Enfin, voilà, quoi. C'est complexe. Et ouvrir comme ça notre banque d'images globale, c'est pas imaginable. Et je pense que c'est une position de beaucoup de musées, c'est-à-dire de ne pas mettre forcément à disposition que les gens viennent. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas interdire les gens de se photographier ou de photographier des œuvres et après de les publier avec leur smartphone, mais c'est pas comme ça que ça peut fonctionner, en fait. Voilà, c'était juste un petit commentaire en passant. Voilà. Merci, Eric. Je fais part d'une autre question, celle de Anissa. Comment les petites structures muséales peuvent-elles être visibles virtuellement sans dévoiler toute leur collection, mais plutôt inciter à la vie? Vous souhaitez répondre à cette question de par la diversité des musées que vous avez dans vos régions? Brigitte, tu veux compléter par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure ou Diana, si tu m'entends? Je peux répondre? Oui, merci, Cherki. Oui, donc pour les petits musées, effectivement, donc il y a plusieurs solutions qui se posent. Donc pour créer une page dans un réseau social, c'est gratuit, mais l'important pour ces petits musées, c'est l'accompagnement du staff qui va s'occuper de cette page ou de ce contenu. C'est ça ce qui est important. Mais l'outil, il est gratuit, donc même si rien n'est gratuit, l'outil, il est gratuit, mais ce qui est important pour ces petits musées… Je crois que nous avons perdu Cherki. Vous m'entendez? Est-ce qu'il en est de même pour vous? Non, on entend très bien. On l'entend. D'accord, alors c'est chez moi. Vas-y, continue, Cherki. Voilà. Donc, et à mon avis, il faut que si ce petit musée se trouve dans une petite localité, il peut demander, par exemple, un petit financement de la municipalité ou d'une organisation qui est très proche, ou s'il est avec d'autres musées dans la cité, dans le cadre de la solidarité, un riche, entre parenthèses, musée peut lui offrir une plateforme virtuelle pour qu'il puisse faire ça. Mais comme j'ai dit, l'essentiel, c'est d'accompagner le staff qui va gérer ce contenu de façon à ce que tout doit être bien mis en place et ne pas affecter la sécurité de ces petits musées. Merci. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter quelque chose? Je veux bien revenir juste une seconde sur la question des données analytiques en ligne. Il ne faut pas attendre des données analytiques qu'elles fassent un travail de sociologie de l'art et de sociologie de la réception ou de sociologie des publics. En revanche, il y a maintenant, donc ça dit essentiellement des choses sur la localisation géographique, le type de connexion, les provenances, des choses comme ça, mais c'est quand même très rugueux comme données, hein, très basique. Ça peut être très utile quant aux usages qu'on en fait, mais c'est très basique. En revanche, il y a maintenant des outils de questionnaires en ligne qui permettent de faire des sondages auto-administrés et de les dépouiller de manière très systématique. Alors, je n'en suis pas spécialiste, mais dans l'équipe ici, quelqu'un sait s'en servir. Et alors là, c'est vraiment très intéressant parce on a des données très fines sur les gens qui acceptent de répondre. Merci. Michel Rouget, je crois, souhaitait intervenir. Ce sera peut-être la dernière intervention avant le mot de la fin pour la présidente. Michel? Oui, bonjour à tous. Merci. Non, je voulais juste réagir sur les petits musées, comment ils peuvent exister par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Et en complément, je pense on l'a expérimenté au Musée au Parc Alésia, c'est régularité et originalité. Je crois qu'il faut être tout à fait conscient de trouver son propre style si on veut se démarquer et trouver et se distinguer pour donner l'envie, en effet, de venir
visiter parce que voilà, le numérique, c'est bien, mais c'est quand même l'objectif, c'est que des visiteurs viennent dans nos sites. Et donc, voilà, et il faut donc trouver son propre style et être régulier sur la chose. Et on peut tout à fait faire ça en interne. Je partage le point de vue du do-it-yourself de Pierre-Yves Lochon. Je pense que c'est tout à fait… et les visiteurs apprécient le côté fait maison. Voilà, juste pour compléter. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci aussi à ceux qui nous ont renvoyé vers des liens au fil du débat pour compléter nos informations. Puisqu'il reste simplement 4 minutes et pour respecter les délais, je propose de céder la parole à notre présidente et je voulais remercier vraiment chacun pour la qualité de ses interventions. Et merci aussi d'avoir respecté les délais. On n'a pas toujours cette chance et ça a vraiment laissé place à beaucoup de questions. Donc vraiment bravo aux témoins et merci aux participants. Juliette, je te laisse conclure. Merci Estelle et bravo à toi parce que tu as très bien animé ce débat. Je trouve que c'était très, très vivant et très stimulant. Moi, j'avais plein de questions, mais on refera des débats, on le sait. Il y a juste, je reviens un tout petit peu en arrière au moment, je pense à vous, Paul Sadmana, au moment où vous parliez de la réussite du débat avec Daniel Mandelson. Vous avez vu énormément de connexions. Nous-mêmes, on a fait cette même expérience le 26 novembre dernier. On a fait une soirée débat déontologie. D'habitude, on a 100, 200 personnes, quelque chose comme ça. On a eu 400 connexions, 28 nationalités en simultané, 400 connexions en simultané, 800 connexions en tout. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à composer avec un présentiel dont on rêve tous et ces enseignements de ces potentialités que nous ont offert ces débats où c'est si simple et si facile de participer et où finalement on a des vrais débats. Au début, on avait l'impression, au mois de mai, quand on a commencé à se connecter, on avait l'impression que c'était un peu des palliatifs. Je crois que quelqu'un a employé le mot tout à l'heure et on voit maintenant que ce ne sont pas des palliatifs, que, en tout cas dans le débat, ce sont des outils avec lesquels il faut compter parce que on peut être vraiment nombreux à participer. Et puis, je disais 28 nationalités qui ont participé à notre soirée débat, mais on n'aurait jamais 28 nationalités qui se déplaceraient pour une soirée à Paris. Donc, il y a quelque chose là qu'il va falloir apprendre à marier, à faire un peu de la fertilisation croisée, comme on disait avant. Et je trouve ça complètement passionnant. Il y a des sujets qu'on aurait pu aborder, qu'on a évoqués sans être complètement abordés. La question des réseaux sociaux, on l'a un peu questionné. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est solidaire ou pas? Je crois que c'est une question qu'on aurait pu aborder aussi. Alors, ça l'est, puisque ça nous permet de tous communiquer entre nous. On sait aussi que ça peut être tout à fait le contraire de la solidarité. Ça peut être dévastateur, comme on l'a vu dans la politique américaine. Ça peut l'être aussi quand on voit ce qu'on appelle la cancel culture, quand on voit comment ils peuvent être dévoyés. Mais ça aussi, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on apprenne à l'utiliser. On a tout un champ de compétences nouvelles à acquérir et je trouve que c'est un moment passionnant et il va falloir qu'on fasse tout ça vraiment tous ensemble. Et à nos amis grecs qui nous disaient, qui témoignaient de peut-être une plus grande difficulté à mettre en place le numérique, je crois qu'il faut qu'on travaille tous ensemble et que chacun doit pouvoir compter sur les autres. Voilà, c'était un peu mon mot de conclusion. On n'a pas beaucoup parlé non plus du télétravail, on n'a pas beaucoup parlé de ce que le numérique surgit dans notre vie au travail avait transformé, mais on en reparlera, on aura encore beaucoup de choses à faire ensemble. Je voudrais vous donner, avant de fermer la séquence, quelques éléments de calendrier. Nos prochaines sessions de ce cycle Solidarité, la prochaine sera le 16 mars, c'est une fois par mois, un mardi, le 3e mardi du mois, à 13h toujours. Le 16 mars, ce sera sur l'économie solidaire entre musées.
et exposition durable, éco-conception, mesure d'impact, fin du productivisme, etc. Toutes ces formules qu'on a vues surgir pendant tous les mois écoulés, on va essayer de les traiter tous ensemble. Puis jeudi, celle d'après sera, pour que vous preniez déjà date dans vos agendas, le 20 avril. Les réseaux professionnels sont-ils des instruments de solidarité justement sur les réseaux professionnels? Sans attendre le 16 mars, le 9 mars prochain, on aura une de nos soirées débat déontologie, donc des séquences plus longues, 3 heures de débat qu'on organise conjointement avec l'INP et qui portera sur un sujet. Vous pouvez tous vous connecter, je dis ça pour nos amis grecs, belges, enfin tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et que je remercie une fois de plus d'être avec nous. On aura une soirée débat sur la question recherche et musée. Que j'ai intitulé d'une façon un peu provocatrice, y a-t-il une science des musées? On a un panel intéressant, suivez-nous sur le site d'ICOM France, vous verrez que c'est une soirée fort prometteuse. Dans les éléments de calendrier que je voulais aussi vous donner, la semaine dernière, lundi dernier, vendredi dernier, on avait un rendez-vous au ministère dans la perspective des réouvertures des musées. On a lancé, quelques jours avant, on avait lancé un questionnaire auprès de nos membres institutionnels et aussi auprès de nos homologues européens pour savoir où ils en étaient de leurs préparatifs de réouverture et pour nos homologues européens où ils en étaient de leur fermeture, ouverture, protocole, etc. Et je voulais vous dire là aussi, surveillez le site d'ICOM France parce qu'on va mettre en ligne dans les jours qui viennent la synthèse des 97 réponses qu'on a eues en quelques jours de nos collègues nationaux et des 26 comités européens qui ont répondu et nous ont distribué leurs protocoles que d'ailleurs on peut mettre en ligne et qui peuvent être utiles pour plusieurs d'entre vous. Donc vous voyez, on continue à avoir une activité assez intense pendant cette période. J'allais presque dire plus intense que jamais parce qu'effectivement, un Zoom par mois, des séquences où on arrive à connecter 400, 500 personnes, tout ça restera, quoi qu'il arrive, une période vraiment étrange pour nous tous et où la créativité a été, je pense, au rendez-vous pour les musées sans aucun doute. Merci à tous de votre participation, de vos interventions si pertinentes et intéressantes. Tout ça est enregistré, vous le savez. Donc, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Quelqu'un, oui, je vois, c'est Paul Salmona qui dit qu'il faut que je ne parle pas de cancel culture, mais de par culture de la censure. Merci de m'avoir traduite, parce que c'est pas si simple à traduire, donc j'accepte la traduction. Merci à tous. À Estelle pour son animation excellente. À bientôt. Au revoir.